Mais du coup, oui, c'est vrai que si on peut essayer de créer, dans un premier temps, on va essayer de vous présenter un petit peu le PowerPoint que Clémentine a gentiment préparé avec beaucoup de professionnalisme. Et puis, on essaiera un petit peu de faire du lien entre les dimensions expérientielles et l'expérientiel professionnel de Clémentine. Et puis, par la suite, si ça vous va, on fait quelque chose de plus interactif où on peut discuter un peu tous ensemble et échanger et aller en profondeur sur certaines questions. Je te laisse. Je remercie le comité organisateur et le Vinatier de votre invitation et je suis très heureuse également de participer avec toi, Argine, à cet atelier avec vous tous. On va essayer de faire quelque chose un peu dans la prolongation des innovations qui ont été discutées ce matin. Où on reprendra un petit peu des points clés de psychoéducation et j'ai un dessin animé à vous montrer qu'on a réalisé dans le service pour avoir une première partie un peu introductive sur ce qu'est le trouble borderline de manière très ludique et très simple que j'ai à cœur de vous montrer. Dans une deuxième partie, on essaiera de réaborder assez rapidement les focus qui ont été très abordés ce matin autour du trauma, autour de l'aspect neurocognitif. Je ne parlerai pas de neuromodulation, mais je parlerai de l'aspect neurocognitif sur lequel on travaille bien en Occitanie. Et enfin, on parlera de ce qui est, je pense, le but premier de votre présence aujourd'hui à l'atelier, c'est-à-dire spécifiquement de la thématique des jeunes, notamment des grands adolescents et des jeunes adultes, qui du coup implique une valence de sévérité du trouble de personnalité borderline de manière large et qui nous demande des adaptations, voire même de l'adaptation personne par personne, donc de la personnalisation plus des prises en soins et qui nous challenge beaucoup. Et donc, on parlera de tout ce champ de l'intervention précoce, comment on peut déployer de l'intervention précoce et comment on peut accéder aussi à des nouveaux modèles qui sont même des modèles hors type de psychothérapie. Et on ira un peu plus loin sur le champ finalement de la réhabilitation psychosociale. Voilà. Donc, avant toute chose, parce que c'est un peu aussi le but de parler de réhab cet après-midi, en fait. Peut-être on peut commencer avec une question. Moi j'ai à cœur de vous demander qu'est-ce que vous entendez par intervention précoce, qu'est-ce que vous avez envie aussi qu'on discute cet après-midi autour de l'intervention précoce pour qu'on puisse peut-être un peu cibler vos attentes et qu'on soit sûr avant la fin des 2 heures d'avoir abordé les sujets qui vous sont importants et que vous attendiez dans ce concept d'intervention précoce. Déjà dans intervention et puis dans précoce. Est-ce qu'il y a des choses qui sont importantes pour vous et que vous attendez ou comment vous voyez l'intervention précoce? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Moi, je me posais la question de savoir s'il y avait parfois des intérêts à aller travailler la régulation émotionnelle avant même qu'il y ait un environnement invalidant. Dire en gros, est-ce que ça a un intérêt d'aller apprendre très tôt tes outils de régulation émotionnelle, enfin voilà, avoir cette cible-là, dès lors qu'on a identifié une vulnérabilité génétique, quoi. Enfin voilà. Oui, dans la même veine de questions, en fait, c'est une question qui est de quel degré de précocité, parce que précoce, ça veut dire dès que les gens ont une altération fonctionnelle, genre voilà, je passe aux urgences, ou bien précoce dès qu'il y a des symptômes, parce que du coup, ça fait des échelles tellement différentes, hein, quand on sait que 20% des adolescentes se scarifient, par exemple, au moins une fois. Enfin, voilà, c'est des questions. Et est-ce qu'on ne fait pas plus de mal que de bien, parfois, en intervenant de façon trop précoce? Parce qu'il y a des données, par exemple, qui ont été en Angleterre, où on a montré que c'était parfois délétère de faire trop de choses de prévention de santé mentale dans les populations générales, par exemple. Mais, voilà. On peut déjà commencer. Moi, j'aurais envie de répondre en rebondissant sur la dimension de la validation émotionnelle chez les personnes qui ont des troubles de manière générale de régulation de l'émotion, en se disant, c'est vrai que un environnement invalidant, parfois, c'est pas forcément
cantonnable uniquement à un milieu familial X ou Y, parce que quoi de plus invalidant que le système éducatif scolaire français, par exemple. Du coup, je trouve que c'est aussi à ce niveau-là qu'on pourrait se poser les questions de régulation ou d'intervention, alors très très précoce du coup, mais sur l'ensemble de la population, sur la question de la validation des émotions, qui est globalement pas ultra bien faite. Mais effectivement, ce serait un truc un peu long cours et qui serait pas forcément une intervention psychiatrique à proprement parler, mais plus une prise de conscience un peu sociétale au sens large. Voilà, c'est les premiers éléments qui me viennent en tête. On avait d'autres ? Vous voulez que je vous passe ? Je sais pas si vous avez... Moi, quand on parle d'intervention précoce, ce qui me vient en tête aussi, c'est forcément les adolescents, les jeunes adultes qui sont souvent encore dans un environnement invalidant, qu'il soit scolaire, familial, peu importe. Et souvent, ça me fait vivre beaucoup d'impuissance où j'ai l'impression que peu importe un peu les compétences qu'on va pouvoir leur apprendre, si l'environnement ne change pas aussi, j'ai l'impression que tant qu'ils seront dans cet environnement invalidant-là, il y aura quand même des difficultés qui persisteront. Donc voilà, moi, c'est un peu ma question aussi de comment est-ce qu'on peut gérer aussi cette part-là qui est moins accessible aussi en psychothérapie. Une question très pertinente. Je me fais les cuisses. Moi, j'espère que c'est pas trop hors sujet, mais je me demande comment est-ce que. Enfin, je me pose la question de l'accessibilité aux soins aussi, parce que pour prendre en charge de façon précoce quelqu'un qui a atteint du trouble de la personnalité borderline, il faut pouvoir. Enfin, il faut que cette personne puisse avoir accès aux soins. Et j'ai l'impression qu'avec l'engorgement des institutions psychiatriques, tout ça, c'est vraiment pas forcément évident. Et voilà, comment est-ce qu'on peut. Est-ce qu'il y a des solutions comment est-ce qu'on peut améliorer ça? Oui, moi je rebondis exactement là-dessus. Pardon. C'est voilà, quand on rencontre une personne on voit qu'il y a des difficultés, qu'elle a un diagnostic ou pas, qu'est-ce qu'on peut proposer en fait, en sachant que des fois il y a des super unités, mais il y a beaucoup de temps d'attente. Donc qu'est-ce qu'on peut proposer? Voilà, en intervention précoce, c'est plus voilà, moi en tant que soignant, qu'est-ce que je peux proposer et pas juste dire vous avez un problème de régulation des émotions et puis voilà, vous avez un rendez-vous dans 6 mois et puis débrouillez-vous avec ça, quoi. Je me permets de souligner que du coup dans le chat il y a aussi des remarques effectivement sur le fait, un petit peu comme ce que vous disiez, cet enjeu de pouvoir diagnostiquer le plus rapidement possible, avoir des équipes relativement formées, accessibles sur le territoire. Alors il y a une question de peut-être proposer la thérapie dialectique dès la première TS. Alors ça je pense qu'on en reparlera un petit peu, mais des fois il s'avère que les tentatives de suicide ne sont pas forcément symptomatiques uniquement ou d'un trouble borderline spécifiquement, mais effectivement, c'est un des grands facteurs, un des grands symptômes et une des difficultés fonctionnelles majeures de ce trouble. La question des parents aussi, qui apparemment se sentent, et de façon complètement valide, démunis et craignent d'être invalidants sans le savoir. Donc je note l'enjeu de l'entourage familial. Parcours, bref. Oui, alors moi je rejoins ce que vous étiez en train de dire justement, c'est que l'intervention précoce, elle est très importante parce que effectivement, c'est peut-être pas forcément une entrée dans un trouble de borderline, un trouble de la personnalité, mais une fois de plus, si on n'entend pas la personne, et souvent une jeune personne, on devient nous aussi invalidant par rapport aux émotions de la personne. Et c'est ce qui risque de majorer encore son mal-être. Puis c'est vrai que je pense qu'au début, vous pourrez peut-être nous le confirmer, c'est qu'en fait, quand les premiers troubles, les premiers symptômes se manifestent du trouble de la personnalité, borderline, excusez-moi, en fait, vous vous demandez un peu ce qui vous arrive. C'est ça. Et si autour de vous, même les soignants vous disent non, ça va passer, va rentre chez toi,
c'est pas terrible. Juste de montrer de la disponibilité, de dire à la personne, si ça va pas, rappelle-nous et puis on t'accueille. Déjà là, c'est de savoir que oui, il y a quelqu'un qui m'a entendu. Et ça, au niveau de la précocité, je pense que c'est super important. Et c'est peut-être pas forcément une entrée en trouble de la personnalité. Mais bon, il y a le mal-être aussi de l'adolescent qu'on doit entendre aussi, même si c'est pas un borderline, de toute façon, dans notre travail. Merci. Je veux juste rebondir sur ce que vous disiez par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire aussi par rapport à, en dehors, en gros, des psychothérapies. Et aussi quand je pense à prévention, je pense aussi à la prévention un peu aussi des rechutes, parce que le rétablissement, c'est pas quelque chose nécessairement de continu pour tout le monde, mais c'est un peu des vagues comme ça. Et du coup, en fait, je me questionne aussi qu'est-ce qu'on peut faire, l'intervention aussi dans les milieux, dans les communautés. Par exemple, je sais pas comment ça se passe trop en France, parce que je fais des études en Suisse en ergothérapie, et je me demande en fait quelle est un peu la place aussi, je sais pas si on va parler d'ergothérapie ou pas, mais justement à domicile, aussi par rapport à l'environnement, vu que c'est des choses que les ergothérapeutes se questionnent aussi, comment est-ce qu'ils peuvent un peu intervenir dans le milieu des gens, des familles. Après, il y a aussi toute une partie qui est réservée effectivement à la psychothérapie, qu'on touche pas nous ergo, hein, mais voilà, donc je pense à tous ces questionnements et tout, vraiment psychosocial, et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Je trouve que dans tous les points que vous avez fait émerger, c'est fort intéressant, parce qu'on se rend compte que le concept d'intervention précoce, c'est un concept qui est très riche. À la fois, ça sous-entend un concept d'intervention sur des jeunes, voire même des très jeunes. Donc, on peut finalement même réfléchir à l'impact traumatique très précoce de tout le champ de l'invalidation émotionnelle et autres, parce que finalement, tous les facteurs d'adversité précoce dans lesquels s'intègre l'invalidation émotionnelle sont larges, et probablement il y a d'autres formes d'adversité précoce qui sont largement répandues chez les personnes expérimentant un trouble borderline, comme en fait nos jeunes expérimentant tout type de problèmes de santé mentale, et qui ne sont pas forcément encore recherchés aujourd'hui, ni par la recherche, ni de l'ordre clinique. Donc c'est vrai, et on en reparlera parce qu'on a quelques données, on en a parlé aussi ce matin. Dans le trauma, bien sûr, ce qui est le plus probant et ce qui est le plus recherché, c'est tout le champ des agressions sexuelles. Mais il y a aussi, bien sûr, le champ des traumas physiques. On a parlé aussi du trauma social. Il y a le champ, bien sûr, de cette invalidation émotionnelle. Mais il y a probablement aussi des nouvelles formes de trauma. Et on voit aussi nos jeunes qui sont exposés à des contenus inappropriés pour l'âge, à des formes d'harcèlement, qui sont aussi au-delà parfois de l'harcèlement scolaire, ce qu'on voit là, donc toutes les formes de cyberharcèlement, etc. Et c'est des nouvelles formes d'adversité précoce qui sont de plus en plus retrouvées chez les jeunes présentant notamment des troubles émotionnels émergents, voire des troubles de la personnalité borderline. Et je trouve que c'est un parallèle important aussi à garder en tête pour ce côté précoce. D'autre part, dans le précoce, vous l'avez dit, il y a l'âge. Et donc, il y a toute cette réflexion autour de l'adaptation des outils, notamment psychothérapeutiques, bien sûr pharmacologiques, mais aussi psychothérapeutiques, à des populations jeunes. Donc, adapter des modèles de DBT, des modèles de GPM à l'adolescent. Et je vous parlerai aussi de la population du jeune adulte, qu'on considère la tranche d'âge entre 15 et 25 ans, qui est souvent oubliée de nos protocoles et qui est souvent oubliée aussi de nos thématiques d'intervention. Parce qu'il y a des adaptations pour les adolescents qui souvent incluent les familles. Et il y a des adaptations des psychothérapies, bien sûr, après pour les patients adultes, mais qu'on va voir aussi avec certaines limites. On en a parlé tout à l'heure d'adhésion, et notamment d'adhésion sur le long cours aux psychothérapies longues, parce que c'est des patients aussi, quand ils sont jeunes, qui ont beaucoup plus de difficultés d'adhésion. Donc, il y a aussi ce challenge d'adapter les outils psychothérapeutiques à cette tranche d'âge un petit peu spécifique du jeune adulte. Ça, c'est un challenge qui n'est pas forcément encore relevé dans le contexte psychothérapeutique actuel et qui fait partie, je trouve, de ce champ d'intervention précoce. D'autre part, quand on parle d'intervention précoce, ce n'est pas que l'âge qu'on sous-entend. Intervention précoce, ça veut aussi parler du staging, c'est-à-dire pouvoir s'intéresser à des gens qui seraient un petit peu sous seuil au niveau des critères diagnostiques. Alors parfois on peut décrire ces jeunes-là comme ayant des troubles émotionnels émergents, comme ayant une dysrégulation émotionnelle émergente, comme ayant des comportements impulsifs de mise en danger, sans forcément que tous les critères soient réunis. Et bien sûr, et j'oublie peut-être le plus important, c'est quand même les difficultés relationnelles.
qui font que on peut scorer, et on a des modèles, et je vais vous montrer ça dans le diapo, pour essayer de regarder un petit peu ce staging, c'est-à-dire cette évolution un petit peu de la sévérité des troubles de la personnalité, notamment borderline, qui serait l'expression la plus sévère. En fait, si on regarde un petit peu sur un modèle dimensionnel, le spectre borderline serait en fait le staging le plus sévère de la forme des troubles de la personnalité, l'expression clinique, la forme la plus sévère, la plus extrême dans les comportements. Donc il y a aussi cette manière de penser l'intervention précoce, c'est-à-dire de penser un petit peu peut-être des pistes de thérapeutique adaptées à la sévérité et donc un petit peu voilà, à l'état clinique de la personne. Un autre point qui me paraît important dans l'intervention précoce, et vous l'avez dit, on peut réfléchir en termes de pharmaco, on peut réfléchir en termes d'adaptation d'outils psychothérapeutiques, on peut réfléchir à des innovations, on en a parlé aussi, les psychédéliques, l'utilisation de la kétamine, peut-être de la psilocybine, j'espère bientôt. On peut réfléchir aussi à la neuromodulation, tout le champ qu'on a ouvert en fait dans les conférences depuis ce matin. Et vous l'avez dit, et je vous en remercie parce que pour moi, c'est un centre d'intérêt premier depuis quelques années. Et puis, je pense que c'est aussi un champ d'avenir pour nous tous en thérapie autour du trouble de la personnalité, c'est de s'intéresser véritablement au parcours de rétablissement personnel de la personne. Voilà. Et d'explorer un petit peu tout l'accompagnement personnalisé qu'on pourrait faire, notamment voilà, avec parfois des réorganisations d'équipes déjà existantes, d'infirmiers, d'aides-soignants, d'éducateurs, qui enfilent une casquette de case manager et qui peuvent développer des programmes d'accompagnement personnalisé, de réhabilitation psychosociale pour accompagner les jeunes à s'insérer ou à se réinsérer socialement, amicalement, professionnellement, sur le plan des loisirs, etc. Et bien sûr, tout ce champ-là de la réhab qui va nous occuper dans les 2 heures qui arrivent, c'est aussi discuter l'intervention de nouvelles approches, et tout le champ de la pérédance que je te laisserai développer avec grand plaisir parce que c'est central dans notre manière d'approcher les choses, de la pérédance et de la proche-aidance. Parce qu'il y a aussi ce double champ-là qui me semble important de souligner. Et puis, l'accompagnement aussi à l'insertion professionnelle, parfois peut relever aussi d'équipes de job coach qui peuvent aider dans la création des parcours pro des gens, ainsi que, vous l'avez dit, d'autres paramédicaux, donc des profils ergo, des profils psychomotriciens qui peuvent aussi apporter des spécificités dans les équipes et probablement des innovations de prise en charge. Donc, c'est un petit peu tout ça, finalement, l'intervention précoce. Et voilà, est-ce que vous avez des premières questions qui émergent ? Non ? Donc, on va commencer, si vous voulez, par... quand tu parles de présentation, tu parles du dessin animé ? Oui. Alors, on va commencer du coup pour... voilà, on a beaucoup parlé du trouble borderline, mais j'avais à cœur de vous montrer un dessin animé qui a été réalisé dans notre équipe par une jeune qui a été rétablie, qu'on a aidé à se rétablir sur les dernières années, qui a monté sa boîte de graphisme dans le sud de la France, qui s'appelle Atelier Ton sur Ton, et qui nous a beaucoup aidé à la mise en place de notre centre Hype France par voilà, la création du logo, la création du template, et puis voilà, elle nous a aidé aussi à monter des vidéos et notamment un dessin animé de psychoéducation autour du trouble borderline que je vais vous passer. Ça dure 8 minutes. Comme ça nous permettra de faire l'introduction sur ce qu'est le trouble borderline de manière ludique. Bonjour, moi c'est Cynthia. Chaque histoire est différente, mais aujourd'hui je vais vous raconter la mienne, au travers de mon trouble émotionnel borderline ou état limite. Ce trouble fréquent et grave, touchant majoritairement les jeunes adultes entre 15 et 25 ans, qui se caractérise par une forme extrême de souffrance, d'un rapport dysfonctionnel aux relations interpersonnelles et à soi, au travers d'une surexpression de l'émotion de honte. Mon enfance. Lorsque je suis née, j'étais un bébé en pleine santé. Je ne suis pas née borderline, d'ailleurs personne ne naît borderline. Le trouble a une origine multifactorielle qui repose sur un modèle biopsychosocial. Ce modèle tient compte d'une interaction entre mes gènes, l'environnement plus ou moins stressant dans lequel j'ai grandi avec les relations, l'éducation et les facteurs socio-culturels, mais aussi mon développement depuis ma naissance. Par contre, comme beaucoup de personnes qui expérimentent un trouble de personnalité borderline,
Je suis née avec une prédisposition génétique et une vulnérabilité psychologique à l'hypersensibilité et à l'impulsivité. Il y a presque 68% d'héritabilité. Mon système des émotions, le système limbique avec l'amygdale et l'insula notamment, a tendance à être trop actif, contrairement à mon système de régulation préfrontale qui, lui, est au point mort. Durant mon enfance, la vie familiale était compliquée. J'ai été victime de maltraitance de la part de mon père et témoin de violence entre mes parents. Je n'avais pas de place pour exprimer mes émotions et personne n'a vraiment reconnu ma souffrance. Ça m'a traumatisée, même si je n'en avais pas encore conscience. Plus que les actes violents ou les abus sexuels, c'est le fait d'avoir perçu enfant que je pouvais être invalidée dans mes émotions et mon vécu de souffrance, qui a été pour moi le premier facteur d'adversité précoce. Mais j'ai grandi avec, comme je pouvais. Ma jeunesse. Malheureusement, ces perceptions de traumatisme ont eu beaucoup d'impact sur la suite de ma vie. Ils ont abîmé mon estime de moi et altéré l'image stable que j'ai de moi, mon sentiment d'identité profonde. Je suis passée par des phases de grande ambivalence. Je ne savais plus qui j'étais, quelles étaient mes valeurs, et quelle était ma valeur. Je ressentais une profonde honte et un besoin de me cacher. J'avais envie de disparaître. J'ai eu des idées suicidaires récurrentes et une instabilité émotionnelle extrême. Ma vie est devenue un enfer, et je voyais bien que mes amis ne vivaient pas la même chose. Je me suis sentie très isolée. Mes émotions étaient si intenses, passant de la colère à la tristesse, de la peur à la joie, en l'espace de quelques minutes. Quand c'était trop pour moi, que les ruminations élevaient trop ma tension émotionnelle, j'avais même des expériences dissociatives où je ne savais plus percevoir si j'étais dans la réalité, voire parfois dans la paranoïa. Et en même temps, je me sentais terriblement vide. Un gouffre intérieur si profond, une quête de sens qui n'en finissait pas. Je ne trouvais pas ma place dans le monde. L'addition de cette volonté de disparaître et de ce vide à combler m'ont mené tout droit vers des comportements impulsifs de mise en danger, des addictions. Je me suis mise à fumer du cannabis quotidiennement et à boire de l'alcool. Pour canaliser ma souffrance, je me scarifiais, et l'anxiété me déclenchait des crises de boulimie. Enfin, des yo-yo alimentaires, disons, qui alternaient entre restriction et compulsion. Je ne gérais plus cette impulsivité qui me mettait en danger. Un jour, lors d'une crise suicidaire, j'ai tenté de mettre fin à mes jours. Heureusement, ma mère est arrivée à temps et j'ai été prise en charge. Mais j'ai insisté pour rentrer chez moi et j'ai refusé les soins que l'on me proposait. C'était trop dur de parler de ce que je vivais. J'avais peur que l'on me juge, que l'on me dise que c'était une simple crise d'ado à passer, que j'avais tout pour être heureuse. Ma faible estime de moi et ma peur de l'abandon se reportaient sur mes relations interpersonnelles. Je tombais sans cesse dans la dépendance affective et mon hypersensibilité devenait invivable pour mon entourage. Je confondais qui j'étais, mon bonheur stable, avec les objets extérieurs et les plaisirs fugaces que je multipliais pour combler mon vide. Et je faisais tout pour ne pas être en contact avec ma honte. J'explosais de colère. C'est l'évitement expérientiel. Mes comportements toxiques ont fini par créer de réels abandons, alors que c'est ce que je cherchais le plus à éviter. Je fonctionnais en tout ou rien, idéalisant l'autre dès le premier instant, mais je finissais toujours par être déçue de l'autre et puis de moi. Ces déceptions relationnelles réactivaient à chaque fois mon sentiment de honte, de vide, et déclenchaient de nouvelles crises suicidaires. Ainsi étaient nourries mes addictions et mon impulsivité. J'étais dans un cercle vicieux, qui prenait de plus en plus d'ampleur. Je ne le savais pas encore, mais je n'étais pas seule à vivre ça. 2 à 6% de la population expérimente aussi ces symptômes. Ma vie d'adulte. Avec le temps et la maturité, j'ai pris conscience que mes comportements me nuisaient. J'ai commencé à me déculpabiliser et j'ai réussi à demander de l'aide. Petit à petit, j'ai appris à me connaître, à comprendre mon trouble et j'ai initié des changements. Sur le plan relationnel, j'ai fait de plus en plus appel à mes ressources intérieures. Je les ai développées en prenant soin de moi au quotidien. J'ai renoué avec mes passions, j'ai pris du temps pour moi et j'ai gagné en autonomie. J'avais moins peur de l'abandon et mes relations se sont apaisées. Mon trouble a évolué favorablement au fil des années et c'est ce qu'il se passe pour 91% des patients qui souffrent du trouble borderline 10 ans après les premiers symptômes. Peu de troubles psychiatriques peuvent se vanter d'avoir cette évolution spontanée si favorable à la guérison. Par contre, la moitié des patients non pris en charge ont plus de mal à retrouver un fonctionnement habituel stable. La stabilité se traduit par le fait de trouver et maintenir un emploi, puis de développer des relations amicales et amoureuses satisfaisantes. Il s'agit de changer les comportements impulsifs par des stratégies qui prennent soin de soi et de construire une vie en cohérence avec ses valeurs. Le parcours de soins peut être long et complexe, ce fut le cas pour moi. Les médicaments peuvent aider comme des béquilles. Ce qui fait la différence, c'est de s'entourer de professionnels de santé qui maintiennent un lien de confiance sur le long terme.
c'est d'avoir à disposition cet espace de parole en cas de crise psychico-suicidaire. J'ai découvert que de nombreuses ressources exploitables étaient à ma portée. Psychiatres, psychologues, groupes de psychothérapie, méditation de pleine conscience, association de patients, groupe pour ma famille, et même le 3114, numéro d'urgence pour la crise suicidaire ou le réseau Vigilance. Finalement, j'ai réussi à guérir et à maintenir une vie stable alors que je ne voyais aucune issue et que mon quotidien était extrêmement éprouvant. Je n'aurais jamais cru pouvoir construire une famille un jour, et encore moins mener une carrière dans laquelle je m'épanouis. Pourtant aujourd'hui, je suis mariée et mère de 2 enfants merveilleux. Je suis directrice artistique dans une agence de communication depuis 5 ans. Ma sensibilité est devenue un atout professionnel, et mes échecs relationnels m'ont appris à communiquer de la meilleure façon possible. J'ai maintenant suffisamment confiance en moi pour me protéger et m'affirmer. J'ai enfin fait la paix avec moi-même, mais aussi avec les autres. Si je pouvais vous donner un conseil, faites-vous confiance, croyez en vos ressources. Et si je pouvais rêver la psychiatrie de demain, je parlerais du trouble émotionnel borderline au grand public, dans les écoles. Je soutiendrai les professionnels du soin à vouloir se former pour lutter au maximum contre la stigmatisation qui se rajoute à l'autostigma inhérent à ce trouble. J'espère que cette vidéo vous permettra de mieux comprendre le fonctionnement borderline et ses symptômes, qu'elle vous aidera à redonner du sens là où la vie et ses traumas vous l'ont enlevé, qu'elle vous accompagnera dans le chemin de soins et la lutte contre les préjugés stigmatisants. N'oubliez pas d'arroser vos graines d'espoir, cultivez vos forces intérieures, et si vous entendez dire « On ne peut pas guérir du trouble borderline. Borderline un jour, borderline toujours », répondez plutôt « Borderline un jour, maintenant, place au beau jour ». Que d'émotions. Avec un dessin animé. Est-ce que vous avez des questions, des réflexions qui émergent à la suite de la vidéo? Moi, je serais intéressée par avoir vos retours aussi sur... c'est un petit peu j'avais déjà montré une fois dans mon territoire le dessin animé de manière un petit peu comme ça, lors d'un symposium qu'on avait fait pour l'inauguration de notre centre, mais je serais heureuse aussi d'avoir vos retours et vos impressions sur ce que vous en avez pensé et le caractère plus ou moins utile que vous en trouvez à pouvoir rendre disponible des supports comme ça, notamment de dessins animés pour les jeunes notamment. Je veux bien vos retours, soit lors de l'atelier, soit à la fin, sans problème. Alors moi, c'était pas vraiment un retour sur ce petit dessin animé, mais ça m'a fait penser, je sais plus à quel moment, par rapport à la question de départ qui était qu'est-ce qu'on entend par intervention précoce. On a évoqué l'âge, on a évoqué les stades de la maladie. Il me semble qu'on n'a pas parlé aussi, ça m'est venu, de la précaution, enfin le fait d'intervenir rapidement dans le cycle de la crise. Ça rejoint aussi ce que disait une personne concernant l'accueil qu'on fait à ses patients. Moi, dans mon expérience, donc je suis maman d'une jeune fille de 19 ans qui est borderline, et très souvent l'accueil qu'elle a eu au niveau des urgences psychiatriques, en fait, a plutôt péjorer son état et entraîner même souvent des tentatives de suicide à la sortie des urgences ou ce genre de choses. Donc c'est peut-être aussi un autre aspect dont on pourrait parler. Et je vous rejoins complètement et je vais même aller encore plus loin dans ce sens-là. C'est aussi comment est-ce qu'on forme ou on fait intervenir aussi les pompiers, éventuellement parfois la gendarmerie, les policiers qui peuvent être mêlés certaines fois à des problématiques liées à des crises et pour lesquelles, je ne sais pas pour toi Clémentine, mais moi j'ai une quantité astronomique de patients et de patientes qui me racontent des formes d'invalidation émotionnelle très très importantes de la part de pompiers qui sont d'une bienveillance énorme mais qui ne savent pas faire parce que eux non plus ne sont pas formés et pourtant ce sont parfois les premiers qui interviennent lors de la crise, quoi. Ce qui est intéressant, je ne pourrais pas vous citer toute la littérature, mais il y a beaucoup d'études qui regardent le caractère stigma
Donc toute la stigmatisation qui peut être faite autour de ce trouble, qui est liée à la méconnaissance en population générale du trouble, mais qui en fait est liée probablement principalement à la stigmatisation par les équipes de soins elles-mêmes. Donc probablement le niveau le plus haut de stigma, il est inhérent à nos propres pratiques. Et on sait que ce niveau de stigma élevé, notamment généré par les équipes professionnelles, donc soignantes et puis autour, parce que c'est multiple, s'ajoute à la partie d'autostigma, hein, vous savez, cette surexpression de l'émotion de honte dont on a aussi beaucoup parlé ce matin, qui probablement est une des émotions les plus fortes et les plus fortement donc dysrégulées dans le trouble de la personnalité borderline. Et donc ce combo stigma plus autostigma et surexpression de l'émotion de honte probablement vient aussi réactiver les moments de crise et donc de décompensation. Et d'ailleurs, on le voit, hein, le premier facteur de recrudescence de crise suicidaire dans ce trouble-là, bien sûr, ce sont des facteurs relationnels. Et quand on creuse un petit peu, donc dans les relations interpersonnelles, souvent de déception, hein, relationnelle, ou de perception de déception de l'autre ou de soi. Et quand on regarde un petit peu ce à quoi ça fait référence, ces déceptions relationnelles, et on se rend compte que c'est du coup à nouveau, réactivation du cercle vicieux, réactivation de mon émotion de honte, et c'est ça qui vient faire décompenser les nouvelles crises suicidaires. Donc c'est très important cette part effectivement du stigma. Et alors on n'aura pas le temps ni la place de parler de toutes les manières de pouvoir lutter contre ça, mais en tout cas il faut qu'on se structure sur le plan de la formation, parce que une des principales manières de lutter en population générale, c'est ce qui s'est fait aussi avec d'autres troubles, hein, dans les troubles psychotiques et la schizophrénie, ils ont 20 ans d'avance sur la manière finalement d'avoir changé la renommée de la schizophrénie, plus que de vouloir le renommer. C'était tout le travail de changer la renommée de ce trouble-là. Et donc, probablement, il faut qu'on fasse pareil avec le trouble borderline, et notamment, une des premières pistes pour changer cet impact du stigma fort, c'est de pouvoir se former et de pouvoir nous former. Donc, on en reparlera un petit peu, mais c'est un point très important. Et on n'aura pas forcément le temps non plus de parler d'intervention précoce au sens d'intervention de crise, au sens d'intervention d'urgence, c'est-à-dire gestion de crise suicidaire et gestion des autres types de crises. Ce ne sera pas forcément le but principal de l'atelier aujourd'hui, mais il y a des pistes de réflexion qui sont très importantes, comme l'adaptation de certains modules de psychothérapie dans des périodes de crise, comme l'utilisation de tout le champ aussi des psychédéliques et de la kétamine en crise suicidaire en aigu, comme le champ. Voilà. Donc il y a plein de choses qui peuvent être faites aussi dans l'amélioration de l'organisation des soins avec les services d'urgence, post-urgence, de liaison. Voilà. Donc tout plein de dispositifs qui peuvent être faits pour améliorer l'accueil des personnes concernées, l'accueil des familles et les soins d'urgence proposés. Tout le champ aussi, bien sûr, de la formation à la prévention du suicide qui est faite par le GEPS, qui met en place aussi des formations spécialisées que je vous recommande autour de la prévention du suicide avec différents niveaux. Donc tout ça sont des pistes qu'on n'aura pas le temps d'aborder aujourd'hui, mais qui sont vraiment des pistes à chercher et pour se former. Écoutez, un grand merci pour cette vidéo. Je trouve que c'est extrêmement positif pour la santé mentale. Donc nous, forcément, moi je suis forcément biaisé parce qu'on développe le jeu donc avec ma collègue Jeanne. Donc les outils ludiques et le dessin animé que vous avez fait, je trouve que c'est exceptionnel. Vraiment un travail admiratif. On est admirable. Enfin, voilà, c'est vraiment exceptionnel ce travail. C'est non seulement ça déstigmatise, c'est accessible. Je trouve que c'est pas enfantin, puisqu'on a vu qu'il y avait même du sang, un couteau. Enfin voilà, on ose dire les choses. En plus, le fait d'avoir choisi qu'elle parle à la première personne, nous aussi on a fait ce choix. Je trouve que c'est très très intéressant. Et non, vraiment bravo. Voilà, je trouve que c'est que des retours positifs. Alors, au vu du temps, est-ce qu'on se permet, et de ce que vous aviez prévu aussi en termes de présentation, est-ce qu'on peut se permettre les deux questions d'ici? Ouais, ok. Hop. Je me fais la réflexion, en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas toujours un bel accueil de personnes qui souffrent de troubles de la personnalité dans le milieu soignant. Mais je me dis, alors peut-être que j'en ai fait partie aussi, mais maintenant j'essaye quand même de corriger mon attitude, effectivement. Mais
est-ce que c'est pas finalement l'impuissance quand on se retrouve je vois un oui d'affirmation. C'est pas facile. Je discutais avec une collègue ce midi, je dis finalement, quelqu'un qui qui est en décompensation psychotique, ben, il y a des troubles, on est là, c'est pas facile, mais c'est tellement inattendu en fait, et c'est très impulsif. Ça peut être très impulsif, effectivement, les réactions d'une personne qui souffre de troubles de personnalité limite, et on se retrouve impuissant, submergé. Puis la réaction qu'on peut avoir, c'est dire oh non, encore elle, encore lui, j'en peux plus. Et c'est surtout, moi je l'ai surtout vu dans les services de l'urgence, une personne qui, pendant mes vacances, j'étais partie 2 semaines, elle est passée 18 fois à l'urgence. Et son psychiatre aussi. Et là, l'urgence m'a appelé à mon retour. Ils m'ont dit on n'en peut plus. On n'en peut plus. On veut plus la voir, Florence. Voilà. Ça me permet de répondre. C'est ça aussi. Ouais. C'est qu'on se retrouve. Complètement. Et je dis, j'essaye de corriger mon attitude parce qu'il y a bien des fois, c'est vrai qu'on se dit mais qu'est-ce que je fais C'est plus possible. Et c'est vrai que c'est très difficile et je pense que ça parle aussi de la grosse difficulté de la validation émotionnelle au sens large, qui doit concerner aussi les proches. C'est très difficile de valider les émotions de quelqu'un quand soi-même on a besoin d'être validé dans notre ressenti d'impuissance, de fatigue, d'exaspération parfois aussi. Et c'est pas ne pas considérer que son proche est en souffrance et qu'il fait du mieux qu'il peut. C'est juste qu'on est humain en fait et que du coup ça vient chercher nos limites aussi. Et effectivement, c'est pas pour rien, hein, le 9% des visites aux urgences, toute urgence confondue, c'est des personnes avec un trouble de personnalité borderline. C'est un chiffre qui est juste énorme. Et non seulement, effectivement, on peut se poser la question de voilà, comment ça vient potentiellement emboliser une partie de la demande des urgences. On connaît l'état actuel des urgences pour l'ensemble des soignants, que ce soit du somatique ou du psychique. Donc on peut que se douter que rien qu'avec ces composants des personnes qui vont venir répétitivement aux urgences, plus des urgences qui sont déjà en difficulté pour pouvoir éponger la demande, on a un cocktail explosif en fait, peu importe la nature de la pathologie. Et rajouter à ça le fait qu'effectivement il peut y avoir cette recrudescence de demande qui peut se faire beaucoup et plusieurs fois dans une même journée, avec un caractère très impulsif qui donne une sensation d'impuissance parce que incontrôlable. Enfin, moi je peux que valider cette dimension-là et en même temps, si on pense un peu dialectique, c'est une réalité que les personnes avec le trouble borderline font ce qu'elles peuvent et qu'elles font au mieux qu'elles peuvent et qu'il n'y a pas de tentative de manipulation. Je pense qu'au contenu du temps, on peut peut-être clore ça et je vais en profiter pour glisser un peu d'autopromo et de promotion de HEH également. On a une conférence sur la stigmatisation et l'autostigmatisation, notamment dans le milieu soignant, avec Charline Magnin, du coup, qui est disponible sur le site d'HEH, ou en tout cas sur la chaîne YouTube de HEH. Oui, exactement. Ouais, que je vous invite à visionner si c'est une thématique qui vous intéresse, parce qu'on va dans le deep, on va dire ça comme ça, de ce qui constitue un petit peu la stigmatisation sur ce trouble-là. Voilà. Et du coup, on avait fait un travail avec Charline Magnin. On avait, sur les 2 dernières années, essayé de former donc, sur le HCL, c'est ça, de Lyon, dans les services d'urgence et post-urgence, et nous, à Nîmes, on a essayé de former à peu près 150 soignants, toute profession, psychiatre, psychologue, infirmier, aide-soignant, sur ce trouble-là en une journée. Et l'étude va bientôt paraître. Voilà, donc on a fait juste une évaluation très simple du caractère stigmatisant, en tout cas voilà, la perception stigmatisante que les soignants pouvaient avoir avant et après cette journée de formation. On n'avait pas de données de suivi, on n'avait pas non plus de marqueurs véritablement sur le long terme pour voir si leur pratique avait cliniquement changé. Mais en tout cas, la perception et la compréhension du stigma lié au trouble s'améliore grandement, ne serait-ce qu'avec une journée de formation faite en interne. Donc on vous encourage aussi à lire le papier quand il sera sorti, mais surtout à pouvoir aussi vous former et puis être sensible si vos équipes souhaitent se former pour petit à petit que les choses puissent se structurer et qu'on puisse délivrer de la formation un petit peu spécialisée. Alors, je suis désolée du coup qu'on soit obligé de passer à l'enjeu suivant. Si vous voulez, vous pourrez reposer tout à l'heure votre question. Peut-être pour répondre à ce qui se passe au niveau du chat, il y a quelqu'un qui demande si le lien pour le dessin animé est partageable. Je ne sais pas si c'est public, c'est peut-être un usage de soins.
Alors pour l'instant, c'est un usage de soins, effectivement, et j'ai pas encore, pour l'instant, mais je vous en parlerai une petite minute pour conclure à la fin. Voilà, j'ai pas encore finalement trouvé de manière de pouvoir un petit peu coordonner les ressources disponibles autour notamment de la réhabilitation, des soins d'intervention précoce autour de ces jeunes-là. Et donc, j'y réfléchis et j'y travaille activement pour voilà, peut-être pouvoir avoir un site internet prochainement, pouvoir rendre ces choses-là visibles et disponibles de tous. Donc c'est en construction. Même à la fin de la vidéo, vous avez vu, ça renvoyait vers un QR code avec une adresse mail et tout ça qui n'est pas encore effective. Donc on va voir si on arrive à se structurer dans l'année prochaine, mais c'est pas simple. Et peut-être les 2 petites informations qui sont demandées. L'impact du TPB sur la fratrie, qui est compliqué. Alors, ça existe peu encore en France, mais il existe une version de la TCD où les frères et sœurs des enfants sont présents. Je sais qu'il y a une TCD ado, qui doit être sur du 12-16 ans. Mais j'ai en tête qu'il y a effectivement quelque chose aussi pour les frères et sœurs qui est un petit peu en intensif. Et évidemment, connexion familiale, pardon, c'est dans la version connexion familiale. Ok, il y a une version, ma collègue psychologue me précise, donc il y a une version de connexion familiale où les frères et sœurs enfants peuvent être présents. Et il y a une version connexion familiale, évidemment, pour les parents ou les frères et sœurs qui sont adultes, puisque on est entièrement d'accord sur le fait que souvent, on a tendance à voir la maladie et les troubles comme quelque chose qui concerne uniquement une seule personne, alors qu'en fait, un trouble, comme beaucoup d'autres choses, c'est une histoire de dynamique, d'environnement. Et donc forcément, les personnes, que ce soit les professionnels, la famille, les proches, les milieux, les communautés, etc., vont aussi faire partie de cette dynamique autour du trouble et potentiellement, du coup, souffrir de la situation. Donc on valide complètement ce retour. Et le chiffre de passage aux urgences dans le trouble borderline, c'est à peu près 10% de toutes les urgences, tout confondu. Donc ça laisse imaginer le champ des difficultés et à quel point on a intérêt à répondre à ces besoins-là. Donc, on va passer un petit peu à la partie qui nous intéressait aujourd'hui sur le plan un petit peu théorique. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions, comme ça je déroule un petit peu avec l'heure qui nous reste. Donc on a vu que dans la manière de comprendre le trouble de la personnalité borderline, on a beaucoup évolué ces dernières années. On peut probablement encore évoluer dans la manière de comprendre cela. Et un des champs qui nous permettrait probablement de comprendre mieux, finalement, peut-être le champ du trouble de la personnalité, c'est de regarder justement ce staging, de regarder un petit peu graduellement, en fonction de la sévérité des symptômes que l'on a, comment les formes d'expression peuvent prendre place et découler en des comportements plus ou moins sévères chez la personne. Et il y a certaines équipes, effectivement, qui essayent de réfléchir le trouble de la personnalité sur un modèle plus dimensionnel, avec cette idée de continuum, et de se dire que peut-être sur ce champ du trouble de la personnalité, l'expression de ce pattern borderline serait la forme la plus sévère, mais il existerait aussi tous les autres champs un peu moins sévères d'expression qui pourraient donc donner lieu à effectivement catégoriellement ce qu'on considérait comme d'autres types de troubles de la personnalité. C'est un point de réflexion à avoir. Ce qui est intéressant aussi, c'est du coup toutes les personnes qui finalement ne vont pas forcément coter au diagnostic de troubles de la personnalité borderline. On sait que si on prend les critères du DSM, il faudrait coter plus de 5 critères sur 9. Pour autant, on pense qu'à peu près 50% de la population coterait moins de 5 critères, mais pourrait coter des symptômes. Donc il y a tout ce champ du sous-seuil de personnes qui sont concernées par la dysrégulation émotionnelle, mais qui ne cotent pas, qui pourraient aussi bénéficier des soins et s'améliorer vis-à-vis des soins. Donc c'est tout ce champ à considérer. Vous aviez une question ? Oui.
Alors la question, c'était finalement un petit peu la définition de la sévérité de ce trouble-là et pourquoi la forme d'expression serait la plus sévère avec ce pattern borderline, si j'ai bien compris. J'ai pas forcément tous les éléments de réponse, mais en tout cas, je pense que l'intensité des symptômes, l'intensité des crises, c'est une première piste de réflexion. Les conséquences de ces symptômes-là en termes de répercussions sur le fonctionnement en est une deuxième. C'est-à-dire que je pense par l'intensité de la dysrégulation émotionnelle, l'intensité de l'impulsivité, l'intensité du caractère dissociatif, l'intensité de l'instabilité relationnelle et de l'instabilité de soi, etc., peut être un élément de réponse, mais également les conséquences en termes de comportement. Donc, on voit que finalement, beaucoup de comorbidités et de co-occurrences sont présentes dans les troubles psychiatriques et des comorbidités aussi somatiques de douleur et autres. Donc ça, c'est un autre point de réponse. Et puis, bien sûr, l'impact, le retentissement sur le fonctionnement, notamment psychosocial de la personne, avec finalement le nombre d'invalidités, le nombre de difficultés à s'insérer sur le plan pro. Voilà. Donc ces 3 éléments-là pourraient probablement expliquer ce spectre graduel. J'entends, merci. Et si je peux me permettre de compléter, il y a aussi une dimension qui parfois passe sous les radars, c'est que dans l'intensité, parfois, on imagine forcément qu'une grosse intensité, ça veut dire être très agissant, ce qui n'est pas forcément le cas. Moi, je connais beaucoup de personnes qui ont une intensité de ressenti de la crise, de la souffrance émotionnelle qui est très importante, mais qui vont être préservées sur des dimensions d'impulsivité ou des choses comme ça, ce qui vont faire qu'à la fin, ou qui vont avoir des facteurs de protection, par exemple par rapport à une TS, qui sont importants, et du coup, derrière, vont pas forcément être très agissants. Et quelque part, malheureusement, le système, comme il est pensé à l'heure actuelle, priorise les gens qui vont être dans une forme d'agissement. Donc j'entends par là des passages à l'acte, des comportements auto- ou hétéro-agressifs. Et je déplore que ce soit le cas. Bien entendu que ça s'entend que ce qui fait le plus de bruit, entre guillemets, ce qui est le plus visible, attire le plus l'attention. Mais c'est une question sous-jacente, je trouve, à la question de l'intensité, qui relève, je trouve, d'une injustice et d'une réelle problématique, quoi. Parce qu'on peut être très handicapé par un quotidien avec un trouble borderline sans pour autant être agissant. Et je trouve que ce combo-là, il est hyper vicieux parce qu'il passe vraiment sous les radars. Et c'est des personnes qui vont venir demander, enfin moi j'en ai accompagné plein et je pense que j'ai pu être identifiée comme telle aussi, de personnes qui n'étaient pas forcément aussi agissantes, ou en tout cas qui masquaient très très bien et qui, sur certains aspects, pouvaient passer pour fonctionnels et en réalité avec des conséquences vraiment importantes sur ma qualité de vie, ce qui faisait qu'à la fin j'étais en grand besoin par rapport à des accompagnements, des aides diverses et variées, et en même temps pas sur un modèle très agissant qui fasse que je vais débloquer les thérapies spécialisées qu'on connaît, qui peut être dispensées par des structures spécifiques, quoi. Je comprends, merci pour la réponse et je pense qu'on peut le juxtaposer justement à d'autres troubles, comme par exemple le trouble de la personnalité évitante, qui justement ne va pas aller vers l'autre pour en parler, ça va pas être bruyant, et ça va être pour moi très sévère aussi, ou comme d'autres troubles. Mais voilà. Et ça, c'est une question très intéressante parce que finalement, la description des différents polymorphismes aussi au sein de ce trouble-là est vaste. Avec, je sais que parfois, on parle de plus de 200 types de polymorphismes qui peuvent être décrits. Donc, effectivement, on voit différents types de fonctionnement, des personnes qui ont des fonctionnements beaucoup plus évitants, d'autres des fonctionnements beaucoup plus agissants. Donc, effectivement, c'est une question très intéressante. Donc je passe un petit peu rapidement sur ce changement de paradigme mais qui est en train d'arriver et qu'on voit de plus en plus aussi dans les critères de la recherche. Donc on a beaucoup appris sur le trouble de la personnalité borderline, on a beaucoup appris sur sa structure. Donc finalement, on considère aujourd'hui que le trouble de la personnalité borderline au sens de sévère, finalement est une construction dimensionnelle qui est beaucoup plus qu'un ensemble de traits anormaux et qui peut tout à fait aussi intégrer un certain nombre de co-occurrences ou de comorbidités avec les critères principaux que l'on connaît, un dysfonctionnement de soi et interpersonnel et des schémas de cognition, d'expérience et d'expression émotionnelle et de comportement qui sont très altérés. Ce qui est important, c'est de pouvoir... on parlait beaucoup de la co-occurrence ou de la comorbidité avec le TDAH ce matin.
Il y a un point qui est aussi de troubles de l'usage de substances, parfois des troubles du comportement alimentaire, des troubles dépressifs, des troubles anxieux, tout type d'autres troubles qui peut être associé. Il y a quelque chose qui semble être assez sensible pour nous permettre aussi de poser le diagnostic et peut-être apprécier le trouble borderline dans sa conception relationnelle. C'est de regarder que les problèmes relationnels sont bien la source du trouble et ne sont pas seulement la conséquence et la répercussion du trouble, mais sont bien la source originelle de ce trouble-là. Et ça peut changer un petit peu notre manière de comprendre aussi le trouble borderline. On a beaucoup appris sur le développement, la manière, au sens d'émergence des troubles émotionnels, avec donc effectivement une étiologie qui reste complexe, qui est multifactorielle. On en discutait avec le professeur Pourlet ce matin, de se dire peut-être qu'un jour on pourra considérer que ça a une origine aussi neurodéveloppementale. On va voir, les choses ont beaucoup évolué dans d'autres troubles ces dernières années, donc pourquoi pas aussi réfléchir à comprendre différemment la manière dont on se positionne aujourd'hui sur cette éthiopathologie, etc. Et puis, on sait aussi qu'il y a une influence probante des milieux socioculturels, de la période historique dans laquelle on vit. Et notamment, il y a certaines études qui montrent que la diminution de la cohésion sociale, du capital social dans les sociétés modernes et le fait de vivre en quartier défavorisé augmenterait très nettement l'incidence du trouble de la personnalité et probablement par 6. Donc, on voit que tous ces facteurs développementaux ont un impact franc dans l'émergence de ces troubles-là, et notamment chez les jeunes.